Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté. Aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent notre pays. La question que nous vous apportons aujourd'hui, c'est de savoir si les Grands Lacs peuvent-ils sortir du conflit permanent? Des programmes de sortie de crise ressortent périodiquement des cartons. Les propositions s'égrènent en recommandations et tournent parfois en incantations. Faire taire les armes, restaurer l'autorité publique, ramener la justice, retirer aux fauteurs de discorde les moyens de nuire, mettre en place un cadre politique responsable, aider au rapatriement des déplacés, les divers accords qui égrènent leur date, accord de Lusaka, 1999, accord de Sun City, 2002, pacte de Nairobi, 2006, conférence de Goma, 2008, accord cadre d'Addis Abeba de 2013, feuille de route de Nairobi, 2022, cadre conjoint de Luanda de 2023, les prises de position et médiation des organisations régionales et continentales, SADC, EAC, Union africaine, ou les interventions des Nations unies, avec ses agences, ses médiateurs, ses milliers de casques bleus avaient tous pour objectif d'empêcher la répétition des conflits qui ont ensanglanté la région au cours des dernières décennies. Ils n'y sont pas parvenus. Comment expliquer que de cette pléthore de plans et de programmes, aucune solution durable ne soit sortie depuis un quart de siècle? Probablement parce que l'extrême complexité des dynamiques de la conflictualité présentée dans la figure 3 n'a pas été prise en compte. L'engagement a été considérable, mais il souffre encore d'une vision simpliste de la crise et manque donc de stratégies constructives et innovatrices. Que peut-on envisager? L'angle d'attaque pour la recherche de solutions durables ne peut être que celui d'un changement systémique qui commencerait à s'attaquer aux 10 ingrédients du système présentés dans la première partie de l'étude, page 14, sans en oublier aucune, au risque de ne pas éteindre tous les foyers d'incendie. Confronté à la complexité de chaque situation, l'intelligence collective est essentielle. Il s'agit de mettre en réseau et de capitaliser sur les connaissances détenues de manière hétérogène par les différentes communautés de savoir, afin d'acquérir une juste compréhension partagée des contextes et des défis. Les diagnostics concertés et construits entre les différents acteurs concernés et en interface avec le monde de la recherche et de la société civile locale permettent de prendre les décisions les plus appropriées, reposant sur des fondements empiriques. On pense en particulier au monde de la recherche congolaise, celle par exemple de l'Institut congolais d'études avancées, ICEA, de Kinshasa, du groupe d'études sur les conflits et la sécurité humaine, CECSH, de Bukavu, du Pole Institute, basé à Goma, du Research Initiatives for Social Development, RISD, basé à Bukavu, du Réseau congolais de recherche sur la paix et la sécurité, RES-Congo, ou du groupe thématique Mines et hydrocarbures au sein de la société civile du Nord Kivu et de nombreuses ONG, notamment la lutte pour le changement, Lucha, avec ses membres d'un courage stupéfiant, ou Action pour le développement et la paix endogène, ADEPAE. Des initiatives existent. Ainsi, le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, s'est engagé à soutenir les gouvernements provinciaux de l'Est de la RDC pour prévenir et répondre à l'extrémisme violent. Un processus de consultation des parties prenantes afin de réaliser une analyse contextuelle et d'identifier les implications pour l'élaboration du Programme national de prévention de l'extrémisme violent, PVE, a été lancé en décembre 2024 avec plus de 10 organisations locales. Le programme qui devrait en découler servira de réponse à la montée de l'extrémisme. L'ambition est de réduire l'écart entre la connaissance et les opérations par l'interaction rapide entre producteurs d'informations et décideurs, en vue de concevoir des actions circonstanciées et de rectifier les trajectoires de mise en œuvre quand l'évolution des situations de fragilité l'impose.
Lutter contre l'impunité. Parmi les causes de la reproduction incessante des conflits, celle de la non-répression des crimes revient en permanence. L'absence de régulation publique associée à ce que les Congolais appellent la culture de l'impunité a créé un écosystème politique favorable à l'épanouissement d'une économie qui se nourrit de la prédation de toutes les sortes de ressources, qui tuent, violent et pillent, qui reste indifférente devant les muettes supplications de femmes et les cris des enfants malnutris et déscolarisés. Un écosystème corrompu qui, à la longue, s'autodétruit par la surexploitation des sols et des sous-sols et qui finit par borner l'horizon de la société pour les décennies à venir, bien au-delà de l'éventuelle fin du conflit lui-même. La lutte contre l'impunité revient comme la première des solutions. Ne faut-il pas que la justice se fasse? Que le récit des crimes et les modes de prédation soient dits et entendus, comme le réclame le docteur Denis Mukwege depuis l'hôpital de Panzi? Que les atrocités de masse, comme celles que montre le cinéaste belge Thierry Michel et son film « L'Empire du silence », soient reconnues? Que le besoin de justice réclamé par les victimes de la guerre des 6 jours de Kisangani, relaté avec une part d'humour dans le film « En route pour le milliard » de Dieudo Hamadi, soit enfin établi? La paix va de pair avec la justice, et celle-ci avec la vérité. La paix souhaitée ne s'édifiera pas sur la négation des souffrances des victimes, celles des fosses communes du Rwanda, comme celle des charniers du Congo, recouverts par la végétation. La recherche de justice est souvent mêlée à un besoin d'introspection sur les troubles vécus, accompagné par la nécessité de solder ces périodes de tension par un épisode judiciaire se matérialisant dans les processus de justice transitionnelle. Celle-ci pourrait être l'instrument clé de la réconciliation, pour autant qu'elle vise à établir la vérité, rendre la justice, obtenir des réparations et garantir la non-répétition. Seule la mémoire assumée, l'aveu, le repentir, la condamnation des coupables, la réparation peuvent être des gages de guérison et de réconciliation. Dans le même temps, la paix ne reviendra pas tant que les questions fondamentales liées à l'accès à la terre, à l'autorité coutumière, à la gouvernance minière et aux inégalités sociales et politiques entre les communautés n'auront pas été traitées dans des plateformes appropriées, des audiences foraines, des commissions vérité-réconciliation permettant l'établissement d'une justice décentralisée, comme c'est le cas, ici et là, par exemple à Bukavu, avec les procès en itinérance, où les magistrats se déplacent vers les lieux où les crimes ont été commis et avec l'appui d'ONG comme Trial International. La pertinence de l'approche Nexus. En plus des besoins humanitaires liés au choc, le pays connaît de nombreux besoins chroniques qui comprennent l'approvisionnement en denrées alimentaires, en eau et en services d'assainissement, en services de santé, y compris la santé mentale et le soutien psychosocial, et en services d'éducation. Le grand nombre de personnes déplacées alourdit la charge qui pèse sur les systèmes sociaux de base déjà fragiles des communautés d'accueil, ce qui accroît la nécessité de soutenir et la protection sociale et d'atténuer les impacts sur l'environnement. La région des Grands Lacs connaît des conditions météorologiques extrêmes et une grande variabilité du climat, ce qui l'expose fortement aux catastrophes, notamment aux inondations et aux sécheresses, dont la fréquence et la gravité devraient augmenter. La vulnérabilité à ces risques est exacerbée par l'insécurité politique permanente qui règne dans la région. Le caractère récurrent, prolongé et complexe des crises renforce l'importance de mettre en place des interventions à long terme qui répondent aux besoins humanitaires, certes, mais aussi aux défis en matière de développement et de consolidation de la paix. L'approche Nexus, interventions humanitaires, développement, paix, ou Linking Relief Rehabilitation Development, LRRD, est apparue dans le milieu de la recherche puis dans celui de l'action, notamment au sein de l'Union européenne et des Nations unies. Elle s'est imposée comme une méthode adéquate afin de faire face aux situations dans lesquelles une vision à court terme et une concentration sur un seul domaine, celui de la sécurité, ne suffisent pas à parvenir à une solution pérenne
pour répondre à l'inertie des conflits armés, à l'augmentation des violences et au déplacement forcé des populations ou encore à l'aggravation des effets du changement climatique. 1. Les principaux acteurs du triple nexus ont chacun un rôle à jouer. Des interventions humanitaires pour sauver des vies et protéger les personnes, des programmes de développement pour relever les défis structurels multidimensionnels et des actions de paix pour permettre la transformation des relations, le renforcement des capacités pour la paix et la cohésion sociale. Les programmes sont coûteux, mais leur non-réalisation le serait davantage. Par exemple, l'insuffisance de moyens nécessaires à l'insertion professionnelle des jeunes pourrait entraîner de graves frustrations et susciter parmi eux l'envie de retourner à des procédés délictuels pour trouver des moyens de subsistance. Le paquet des aides à la réinsertion économique devrait inclure des services d'orientation, des formations, des moyens de production, des terres, des prêts, des aides à l'emploi, un accompagnement sanitaire, des frais de scolarité. Une difficulté surgit. Elle réside dans les tensions qui pourraient naître si les groupes cibles reçoivent une aide pour leur insertion, mais pas les communautés qui les accueillent et qui sont elles-mêmes dans le dénuement. Le pari de la coopération régionale. Pour briser les reins de l'économie frauduleuse militarisée, seule une approche reposant sur l'identification des intérêts convergents des membres de l'espace transfrontalier a des chances de réussir. Les mérites de la coopération régionale sont reconnus partout. Elle est l'une des options majeures du post-conflit. Elle permet de réduire les suspicions entre pays voisins. Elle rend possible le lancement de projets qui fédèrent plutôt que de subir des appétits qui divisent. Dans cette logique, la stratégie de sortie durable du conflit pourrait s'appuyer sur une commune volonté de construire un large écosystème autour des Grands Lacs, fondé sur les complémentarités physiques, géographiques, humaines existantes. On ne peut en conséquence que plaider pour des réformes structurelles qui impliqueraient nécessairement toutes les parties prenantes, et au premier chef les gouvernements des 4 pays les plus engagés, RDC, Rwanda, Ouganda, Burundi, dans un cadre régional qui formellement existe déjà. La Communauté économique des États des pays des Grands Lacs, CEPGL, créée en 1976, regroupant les 3 pays de l'ancien Congo belge, Rwanda, Burundi, est aujourd'hui la belle endormie, mais elle dispose potentiellement des atouts pour le rétablissement de la confiance. Son territoire est économiquement pertinent si elle associe l'Ouganda. Elle peut offrir un forum institutionnalisé de dialogue, sous réserve que les résistances politiques soient enlevées. Ses missions sont claires, mais jusqu'à présent, le bilan de la CEPGL est modeste. Il dégage seulement quelques réalisations à son actif jusqu'au début des années 1990, comme la création de l'Institut de recherche agronomique et zootechnique, IRAZ, la Banque de développement des États des Grands Lacs, BDEGL, l'Organisation pour l'énergie dans les États des Grands Lacs, EGL, ou encore la Société internationale d'électricité des Grands Lacs, SINELAC, qui gère les barrages de Ruzizi. La CEPGL réveillée, ses institutions remises en place, pourquoi ne pas aller plus loin? S'inspirant d'autres expériences, on peut soutenir l'idée que le projet de coopération régionale devrait reposer sur une démarche pragmatique et sur la conviction que la création d'espaces de production et d'échange ne pourra être que progressive, par adjonction de décisions et d'actions concrètes sur des points d'intérêt communs. L'objectif serait la création de trafics non frauduleux et de jouer sur les économies d'échelle. Il passerait par la suppression des entraves aux échanges physiques, administratifs, militaires, entre les pays voisins afin de jouer sur les spécialisations régionales et un soutien aux industries manufacturières, naissantes ou renaissantes. L'aide extérieure, en particulier de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale 1, mais aussi de l'Union européenne, déjà engagée dans le développement des Grands Lacs, pourrait servir à accompagner la région à ce changement en soutenant les réformes institutionnelles nécessaires ou encore le développement de compétences, par exemple pour le recours aux potentialités offertes par l'économie verte.
Le secteur de l'énergie donne déjà le meilleur exemple des avantages de la coopération régionale avec les 2 centrales hydroélectriques sur la rivière Ruzizi, 30 MW et 44 MW, en aval du lac Kivu et en amont du lac Tanganyika, et qui n'ont jamais cessé de fonctionner et d'être au service des 3 pays, Burundi, Congo et Rwanda. Ruzizi 3, 206 MW, décidé il y a 10 ans, est en projet en partenariat public-privé. Sa construction peut être engagée avec son financement. Parmi les expériences en cours, tournées vers la satisfaction des besoins locaux, celle des micro-barrages dans la plaine de Ruzizi est particulièrement porteuse de solutions aux besoins d'énergie. Sur la rivière de Mulenga, avec un investissement de 50 000 $, il est possible d'alimenter en énergie plusieurs localités. Dans le territoire de Bukavu, une microcentrale de 700 000 $ permet de connecter 1000 habitations. Le lac Kivu est magnifique à survoler, mais ce miroir d'eau cache une menace. Pour une fois, c'est la nature qui commande et pas les groupes armés. Goma, la ville noire comme le basalte sur lequel elle est assise, étale l'anarchie de ses constructions et de ses refuges, où dorment des habitants chassés du Rutshuru, au pied du volcan aride, dépeuplé et irascible de Nyiragongo, culminant à 3470 mètres et qui ne dort que d'un œil. De grands volumes de méthane se trouvent dans les profondeurs du lac. Le gaz enfoui est estimé à 400 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Ce méthane menaçant peut être une richesse. Une énergie propre qui, une fois purifiée, pourrait être transportée pour alimenter par exemple des fonderies de minerais. Et le lac se recharge continuellement en gaz. Les Rwandais de l'autre rive l'ont compris depuis longtemps. Ils ont installé 4 plateformes flottantes qui pompent en continu le gaz méthane retenu au fond de ce bassin de 2700 km² pour le transformer en électricité et fournir un quart de l'énergie consommée au Rwanda, projet Shema Power Lake Kivu SPLK. Comme c'est toujours le cas dans une stratégie de sortie de crise quand les acteurs sont nombreux et les objectifs multiples, il y aura de fortes résistances. Localement, ceux qui ont bénéficié de l'absence de réglementation ou qui les ont contournées, et ceux qui ont tiré profit de la militarisation de l'activité minière et des opportunités de rente, chercheront à faire échouer les efforts de pacification, voire à les combattre par la force. D'autres, échaudés par tant d'échecs, tomberont dans la victimisation stérile, dans l'invocation rituelle des causes exogènes, qui sert de dédouanement facile à l'irresponsabilité devant la crise de certaines élites congolaises locales et nationales. Mais d'autres, en plus grand nombre peut-être, pourront rechercher et trouver les voies de sortie dans un vrai dialogue interlacustre autour d'un projet d'avenir commun à partager. Voici notre conclusion à ce sujet. On entend souvent à Kinshasa et à Goma cette formule. Congo ekobongate, traduisez, le Congo ne sortira jamais de ce trou dans lequel il se trouve. Certains Congolais dépités finissent par croire à l'anathème qui pèse sur les descendants de Cham, le 3e fils de Noé. La cruelle réalité de la violence en RDC aurait pour origine l'envoûtement de Satan. Pourtant, il n'y a pas de malédiction. Aucune fatalité associée à la présence de coltan ou de l'or dans le sous-sol de leur pays. Mais alors, qui est responsable en dernière instance, si ce n'est pas Satan? Les voisins cupides, voire rapaces, les chefs de guerre et leurs milices impitoyables, l'armée et la police gangrenée, les élites politiques qui prélèvent leur part sur les trafics en tout genre, les firmes qui fabriquent des microprocesseurs et autres objets électroniques sans chercher à connaître l'origine de leurs minerais, et pourquoi pas les consommateurs de portables et de tablettes qui contiennent du minerai de sang, même en faible proportion. Comment faire la part de toutes ces responsabilités, chacune distincte, mais liée malgré tout, sans exacerber la concurrence des récits et des faits? Face aux tentatives de paix, les analystes demeurent toujours circonspects, car ils ont appris des échecs précédents que la réconciliation n'a rien à voir avec les arrangements ponctuels et fragiles et les ententes obscures qui ont émaillé l'histoire mouvementée des Grands Lacs. Des groupes ou des milices peuvent n'accepter qu'une paix partielle, cacher leurs armes et se garder la possibilité de reprendre les hostilités s'ils n'obtiennent pas entière satisfaction.
Lorsque sont en jeu des rentes importantes arrimées sur les ressources naturelles ou le contrôle d'un territoire, l'avantage du partage du pouvoir peut être insuffisant pour les inciter à rester dans le processus de pacification. On objectera à nos idées sur la résolution d'un conflit de si longue durée et de si large portée qu'il est naïf de croire que le Rwanda acceptera aisément de jouer la carte du développement régional et de s'affranchir de ces tentatives si fâcheuses et répétées d'incursion en territoire congolais. Ses motivations profondes cesseront-elles d'armer ses inféodés locaux tant qu'il continuera de bénéficier lui aussi du privilège de l'impunité, en ressassant habilement la culpabilité collective qui pèse sur l'Occident depuis le génocide de 1994 pour en tirer sa rente compassionnelle à côté de sa rente minière? La pression extérieure n'est jusqu'à présent pas parvenue à le faire renoncer à sa volonté expansionniste. Peut-on espérer que les dirigeants rwandais comprennent qu'ils pourraient tout perdre s'ils laissent les choses en l'état, leur crédibilité auprès de leurs partenaires occidentaux, une instabilité chronique aux frontières du pays et les risques que représentent des libertés démocratiques intérieures sacrifiées? Il n'est pas vain d'espérer. Si, après tant d'années de conflits et d'insécurité, tant de victimes innocentes, tant de terroirs détruits, les attitudes de défiance restent difficiles à lever, si les alliances demeurent souvent précaires, il n'est pas davantage naïf de croire que, tôt ou tard, des mécanismes fédérateurs seront mis en place pour amorcer des coopérations transfrontalières autour de la gestion commune et responsable des ressources, de toutes les ressources, au bénéfice des communautés des Grands Lacs. S'appuyant sur la volonté commune de se soustraire à l'emprise d'une histoire peuplée d'antagonisme et de haine, le retour à la paix prendra probablement beaucoup de temps, car la cicatrisation sera longue. D'aucuns prédisent que le temps nécessaire pour rétablir durablement et donc en profondeur la paix sur un territoire en situation critique doit être un temps équivalent à celui qu'a duré le conflit. Espérons qu'il n'en sera rien dans l'est du Congo et que le temps de l'installation de la paix ne sera pas de 30 années. Merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.